Revue Planète numéro 9 de mars-avril 1963. Des intelligences extraterrestres, Louis Pauwels et Jacques Bergier. La plus grande possibilité est le contrôle de notre société humaine par des intelligences extraterrestres automatisées. Roger McGowan, Army Ordnance Missile Support Agency, Redstone Arsenal. Un rapport officiel, fantastique et terreur. En matière littéraire, demande-t-on aux critiques d'être capables de composer à la recherche du temps perdu? On lui sait gré d'être ce qu'il est, un grand consommateur d'œuvres, un homme qui s'exerce à goûter et comparer, un amateur éclairé. Faut-il être savant en exercice pour formuler quelques critiques valables de la science? On s'efforce de le faire croire. C'est Diafoirus qui tient à rester au chaud dans son monde austère peuplé de puces travailleuses, quand l'amateur aimerait admirer de grands fauves. Nous avons en main le tome 255, deuxième semestre 1962, des comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. On y voit d'éminents spécialistes se faire une spécialité de l'insignifiance. Non plus que dans le tome 254, non plus sans doute que dans le 256, nous ne saurions trouver de quoi alimenter nos conversations de grands rêveurs. Quand on n'alimente pas les rêveurs, alimente-t-on la science? C'est une question. La France n'a pas obtenu le prix Nobel de sciences depuis 1935. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans l'esprit de recherche? C'est le complément de la question. Nous autres, amateurs d'insolites et scribes des miracles, comme disait Maurice Renard, doutons que cet esprit de recherche récupère son prestige avec des communications comme celle-ci. Influence de la température d'incubation sur la synthèse in vitro de certains stéroïdes dans le testicule de rat. C'est du beau travail, sans doute, mais c'est un peu étroit pour un début d'ère cosmique. Du petit topinambour au grand galactique. Avant 20 ans, l'humanité aura pris contact avec les puissantes intelligences extraterrestres. Celles-ci ne sont sans doute pas des êtres organiques, mais des machines qui pensent. Tout incline à croire que ces intelligences nous observent déjà. Tout nous invite à imaginer qu'elles nous gouvernent. Tout devrait nous pousser à nous préparer à un tel événement. L'homme qui vient d'écrire ces lignes n'est ni un disciple du plaisant et génial Charles Fort, collectionneur de faits maudits, ni un auteur de science-fiction, ni un soucoupiste illuminé. Nous pouvons assurer qu'il est aussi sérieux que l'observateur du testicule de rat. Son nom est Roger A. McGowan et il est l'un des responsables de l'arsenal de Redstone, Alabama, où l'on fabrique les fusées thermonucléaires qui maintiennent dans le monde l'équilibre de la terreur. Son étude s'intitule « Sur la possibilité de l'existence d'intelligence extraterrestre ». Elle s'étend sur 80 pages serrées grand format, avec calculs, diagrammes et 66 références aux derniers travaux dans le monde. Elle constitue l'une des parties du volume 4 de Sciences et technologies de l'espace, publié à l'intention des chercheurs officiels par les presses académiques de New York, sous la direction des plus grands spécialistes occidentaux. On ne saurait trouver publication mieux autorisée. On nous pardonnera de préférer, dans nos distractions dominicales, de tels travaux qui ont de grandes ailes, à trop d'études françaises qui ont des pattes de mouche. Action des rayons X sur des rhizomes de topinambour, ou anomalie estivale du pouvoir glaçogène de l'air. Les intelligences du dehors. Les efforts pour détecter des communications en provenance d'intelligences extraterrestres sont entièrement justifiés. Quand les grands radiotélescopes seront au point, le succès viendra les couronner, d'ici 10 ans, 20 ans en plus. Selon McGowan, des intelligences non humaines et automatisées sont probablement localisées sur certaines planètes du système solaire. L'astronome anglais Fred Hoyle ne refuse pas d'envisager que les grands nuages noirs de l'espace sont peut-être des consciences. McGowan ne reprend pas cette hypothèse lyrique, mais il part de la théorie de Holmberg qui, dès 1938, avait repéré 60 planètes autour d'étoiles autres que le Soleil. Dépassant ce que disait prudemment Bergier dans son étude de Planète 7, il arrive à la conclusion que 67% des étoiles de notre galaxie sont dotées de planètes. 67%, c'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance 11, chiffre colossal, pratiquement infini à notre échelle, plus d'une dizaine de milliards. S'il en est ainsi, cette galaxie grouille de vie. Ô vie plus vieille que les étoiles! Des vies apparues comment? Où? Pour la Terre, la possibilité d'une panspermie artificielle a été récemment discutée par divers auteurs russes et américains. Ils suggèrent que la vie sur notre propre planète a pu évoluer à partir de débris abandonnés par des visiteurs venus d'un autre monde. Thomas Gold, astronome de Cambridge, a rêvé sur cette vie naissant des reliefs d'un pique-nique des grands galactiques. Pour le responsable de l'arsenal de Redstone, l'hypothèse selon laquelle la vie aurait été
déposée ici-bas, volontairement ou accidentellement, n'est pas à exclure. Cependant, ajoute-t-il, une origine purement terrestre de la vie doit être aussi recherchée, à travers la chimie. Pourquoi pas une génération spontanée? Pasteur, on le sait, s'est opposé à cette idée. Ce faisant, estime McGowan, les convictions religieuses de grand homme auraient retardé d'1 siècle le progrès scientifique. Nous avons publié dans notre numéro 4 une étude de Louis Kervran sur la possibilité de transmutation biologique. Si Kervran a raison, ce qui n'est encore pas admis, la vie ne saurait se définir par un simple enchaînement de phénomènes physico-chimiques. Il y aurait autre chose, une autre force, qui permettrait à la vie d'opérer des transmutations, comme le pensaient d'ailleurs les anciens alchimistes. Les éléments, qui sont stables dans la nature, cesseraient de l'être dès que la vie entre en jeu. De sorte que Pasteur aurait eu raison de nier une génération spontanée imputable à de simples réactions physico-chimiques. Il se trouvait en accord à la fois avec la tradition et avec la recherche frontière. Il se peut enfin que la vie soit de toute éternité. Elle serait venue sur la terre, venant d'ailleurs, et venue d'avant toute venue, comme le temps et l'espace. Ô vie plus vieille que les étoiles elles-mêmes, disent les textes sacrés de l'Inde. Lune, Mars, Vénus, larves et banlieue. Quelle preuve avons-nous de l'existence de la vie hors de cette terre? Dans un prochain tome de l'encyclopédie Planète, notre ami, l'écrivain scientifique Charles-Noël Martin, fera le point et répondra à cette question par l'affirmation étayée qu'il y a, selon son expression, un infini des mondes et des vies. McGowan interroge notre proche banlieue, la Lune, Mars, Vénus. Selon les travaux de Gilles Vary, parus dans la revue Nature de 1960, les mers lunaires, aujourd'hui desséchées, contiendraient des sédiments organiques. Les tectites, ces masses vitrifiées dont la présence sur notre planète nous intrigue, proviendraient de la Lune et seraient éjectées par les volcans lunaires. Sur la végétation martienne, les dernières photographies prises par les fusées à haute altitude nous apportent de troublants renseignements. Durant le printemps martien, cette végétation croîtrait de 15 km par jour. Quant à la vie sur Vénus, nous disposons aujourd'hui de 4 éventualités. 1. Elle serait recouverte par une jungle primitive comparable à la forêt terrienne de l'ère secondaire. 2. Ce serait un désert balayé par le vent. 3. Ce serait un formidable gisement de pétrole dans lequel baigneraient de minuscules organismes. 4. Ce serait un océan composé d'eau et de gaz carbonique, une immensité d'eau de Seltz. Enfin, McGowan cite abondamment les travaux du professeur Nagy qui, avec son équipe, a apporté les preuves de l'existence d'organismes dans la météorite qui tomba sur la commune d'Orgueil au siècle dernier. Nous avons publié dans notre précédent numéro une déclaration de Nagy lui-même. De l'évolution biologique à l'évolution mécanique. Balbutiant cousinage dans ces proximités du cosmos. Mais sur de plus lointaines planètes, la vie, plus vieille qu'ici, a pu progresser infiniment. Du point où nous en sommes, de la direction que prend aujourd'hui l'aventure humaine, McGowan imagine le point qu'a pu atteindre une intelligence qui serait de millénaires notre aîné. Il tire brusquement sa loi qui vaudrait pour notre monde et les autres. Dès que la vie biologique devient intelligente, elle commence à remplacer les composantes biologiques de son être par des composantes mécaniques. Puis des êtres intelligents, des automates pensants, exclusivement mécaniques, surgissent. L'évolution biologique a été remplacée par l'évolution mécanique. Pour cet éminent spécialiste, qui est à la fois un savant et un militaire, le futur a cette forme. Et ce futur existe ailleurs. Berger, dans un article de cette même livraison de Planète, exprime notre défiance. Il ne nous semble pas assuré que la pensée artificielle puisse se substituer à la pensée naturelle. Dans une certaine mesure et à un certain degré de technique, elle le peut. Mais le peut-elle sans dommage pour la nature même de la pensée? Cette pensée peut-elle foisonner, fleurir, accomplir la totalité de son destin hors de l'élément probablement éternel qu'est la vie, vieille chez nous de 3 milliards d'années et située hors de toute notion de temps dans le vaste univers? Le partage des eaux de la philosophie se fait là, aujourd'hui comme hier, et aujourd'hui plus nettement. Pour McGowan, homme qui se veut lucide, homme des machines, des schémas sublimes et glacés, qui s'ouvre à une sorte de démission comme à une grâce, l'aboutissement de la vie se confond avec le renoncement à la vie. Voyons nettement le plan. L'homme vient, puis vient le cyborg, l'être cybernétique, mi-être, mi-machine, doté d'organes électroniques. Peut-être en effet la science, dans sa lutte contre la mort, nous dotera-t-elle de cœurs transistors, introduira-t-elle dans nos circuits naturels un appareillage mécanique infaillible. Puis, pour McGowan, nous passerons du cyborg
à l'ère complètement électromagnétique, aux robots programmés par le cerveau humain. Enfin, ce cerveau sera lui-même supprimé. Le robot se programmera lui-même, se développera lui-même, fécondera sa propre intelligence adaptatrice. L'intelligence s'étant évadée de la chair aurait établi son règne pur. De la nature de la pensée. Au cours de son travail remarquable par l'ampleur des vues et sa rigueur, McGowan procède à une analyse de la nature de la pensée et propose une série d'équations générales définissant les processus de l'intelligence. Pour lui, les facteurs à retenir sont la déduction, l'introspection, l'induction, la mémoire, les sentiments et libido, les émotions. Il montre que les divers organes de sens et de réflexion peuvent être remplacés par des organes mécaniques et électroniques et que de tels organes, assez richement informés, peuvent être capables d'introspection et d'émotion aussi bien que de mémoire. Certes, le cerveau humain possède 10 puissance 10 neurones capables chacun d'agir à une vitesse encore inimitable comme un robinet à information. Aucune machine ne dispose d'une telle richesse, tout au moins dans l'état des recherches. Mais McGowan estime que dans un avenir proche, de telles machines pourront être établies. Cependant, la pensée n'est-elle faite que des facteurs ainsi retenus? Que faut-il penser? Des sens au-delà des sens? De l'intuition? De la possibilité d'entendre le ressac du futur? D'une mémoire peut-être plus vieille que nous? Des facultés de la pensée analogique? Que faut-il penser de tout ce qui semble faire l'homme plus mystérieux et plus haut que sa propre intelligence, et plus complexe que toutes les équations par lesquelles il tente d'exprimer sa prééminence sur toute création? Enfin, la pensée n'est-elle que de l'information? N'est-elle pas de l'information plus la signification qui est attribuée? Non, pour McGowan, qui se limite à l'observable et veut voir de l'intelligence sous une lumière absolument froide. On peut le suivre si l'on estime que toute la psychologie humaine se limite à une psychologie du comportement. On s'en écarte si l'on étend la géographie de la pensée à l'observation des cartes blanches de l'inconscient et, ce qui nous paraît plus important, du surconscient. Des réserves d'informations dans l'espace. Pour le moment, les machines mettent 1000 millions de secondes pour faire dans la mémoire une recherche que celle-ci effectue en 1/10 de seconde. Mais McGowan a quelques raisons de croire en un progrès rapide. En 1939, toutes les richesses du monde n'auraient pas suffi pour acheter 1 gramme de plutonium. En 1962, ce gramme vaut 8 $. Par bond, on enregistre dans divers domaines de la connaissance des améliorations qui équivalent à une multiplication par 10 millions. Des machines ayant enregistré une information comparable à celle qui est contenue dans un cerveau et communiquant entre elles par radio ou télévision auraient sur l'homme usant de la parole un avantage d'une fréquence passant de 20 000 par seconde à 100 milliards. De tels automates, assure notre auteur, pourraient former une société infiniment plus efficace et plus coopérative que n'importe quelle société biologique. Il paraît persuadé que sur d'autres planètes existent de telles sociétés et que dans la mesure où l'on peut estimer, comme le fait Jean Charron, que la vitesse de la lumière n'est pas une limite infranchissable, nous prendrons contact avec celle-ci dans les 30 ans à venir. Pour lui, à 5 ou 10 années-lumière de nous, les automates intelligents ont placé des stations contenant d'immenses réserves d'informations mises ainsi à notre disposition. Mais nous ne savons pas encore utiliser ces réserves, faire le signal qui conviendrait. Il serait d'abord urgent que nous tentions de repérer ces stations. Tout astre qui ne serait ni glacé ni incandescent, mais vivant, actif, soit d'une vie biologique, soit d'une vie mécanique, émettrait de l'infrarouge sur la longueur d'onde de 8 à 12 microns. Le responsable des fusées thermonucléaires suggère de fabriquer le plus vite possible des télescopes de grand diamètre spécialement destinés à recevoir cet infrarouge messager, et qu'une telle méthode serait plus profitable que l'écoute radioélectrique à laquelle le monde civilisé s'emploie depuis peu. Les capteurs d'émissions curieuses. À partir de stations dans l'espace, des visiteurs sont-ils venus? McGowan reprend les présomptions que l'on connaît, évoque les anciennes légendes et, sans rien admettre pour preuve, ne considère pas comme irrecevable une telle possibilité. Des automates intelligents n'ont pu laisser aucune trace physique de leur passage. Attendent-ils que cette Terre présente pour eux plus d'intérêt, qu'elle ait cessé de se traîner dans les ténèbres d'une vie biologique? Par contre, il lui paraît hautement probable que des machines automatiques circulent dans le système solaire pour observer les planètes, capter de l'information et la réémettre en direction de leur planète d'origine. Le professeur australien Bracewell a publié divers travaux que mentionne McGowan sur des fragments de programmes de radio et de télévision réémis des semaines, des mois ou des années plus tard, sans que l'on connaisse la source de cette réémission.
Quelque chose, quelque part dans l'espace, aurait capté ces programmes et les retransmettrait pour information en direction d'un autre monde. L'une des études techniques de Bracewell porte le titre étonnant de la réception de communications en provenance de communautés galactiques supérieures. On serait tenté d'inventer une autre hypothèse. Le temps n'est pas si simple, il peut se produire des torsions dans sa structure. Et telle image et telle parole émise par une station de radio ou de télévision peuvent être vues et entendues des années après. On songe à ces deux Anglaises qui virent brusquement les jardins de Versailles tels qu'ils furent au XVIIIe siècle. Mais c'est une hypothèse non matérialiste, que n'envisagent ni McGowan ni Bracewell. Des machines de McGowan au papillon de Clark. Dans une étude du numéro 3 de Planète, Bergy a évoqué les efforts actuellement déployés pour tenter de percevoir des signaux en provenance du dehors. Les équipements ne permettent guère de sonder actuellement à plus de 8,7 années-lumière. Les télescopes futurs pourront interroger les quelques 2000 étoiles qui se trouvent à moins de 100 années. McGowan estime que tout être intelligent, biologique ou mécanique, devrait avoir tendance à émettre sur 21 cm, qui est la longueur d'onde naturelle des radiations du gaz hydrogène intergalactique. Bracewell pense qu'un réseau de communication sur cette longueur existe dans notre galaxie et qu'il relie sans doute des stations automatiques aux planètes où résident des intelligences biologiques ou mécaniques. Selon McGowan, des communautés intelligentes attendent que nous ayons découvert le système de liaison interstellaire pour prendre contact. Ces communautés nous observent, connaissent notre degré d'évolution. Pourquoi songeraient-elles à nous détruire? Pour elles, nous sommes à peine nés. Comme l'écrit superbement Arthur C. Clarke, puisque la structure seule importe, l'esprit et l'intelligence ne peuvent-ils exister et travailler sans le truchement de la matière? Ne peuvent-ils exister dans le rapport entre de pures entités, comme les circuits électroniques et les paquets de radiation? Ainsi, l'intelligence, qui s'est formée dans les interactions de la matière, et qui a utilisé la matière comme véhicule pendant si longtemps, pourrait un jour s'en arracher, comme le papillon de sa chrysalide. Et comme le papillon fusant vers le ciel d'été, l'intelligence peut s'élancer vers des expériences dont l'ordre serait sans commune mesure avec celui de ses anciennes métamorphoses. Vision chaude, quasi religieuse chez Clarke, glacée chez McGowan, qui conclut en 4 points de tacticien. Ou bien il y aura une transition graduelle de notre société humaine biologique à une société d'automates, ou bien nous serons très rapidement contrôlés par les automates que nous aurons construits, ou bien notre société humaine va être éliminée si elle s'attarde indûment par des automates intelligents extraterrestres, ou bien nous allons être aidés, supervisés et contrôlés par des intelligences extérieures mécanisées. Nos âmes dirent dans l'ombre. On peut saluer, en dépit de la terreur qui s'en dégage, cet étonnant travail d'un responsable et d'un spécialiste qui ne craint pas d'examiner les fictions véritables de notre temps. Il le fait avec une sorte de désespoir consenti qui n'est pas nôtre. Nous pensons que l'homme ne saurait être dominé que par lui-même. Nous pensons que l'homme regarde à travers les machines l'ombre des pouvoirs qu'il doit lui-même acquérir. Les événements futurs, qui concernent sans doute la prodigieuse machine humaine encore inexplorée, projettent leur ombre en avant, dans les mécaniques. S'il faut employer un mot bien insuffisant, ce sont des images du Dieu à venir, ce n'est pas le Dieu. Bien que les mornes machines soient en marche, ne soyez pas trop effrayés, mon ami. Lorsque les pédants nous convièrent à noter de quelle froide mécanique les événements devaient découler, nos âmes dirent dans l'ombre, peut-être, mais il y a d'autres choses. Poème de Chesterton. Article de Louis Pauwels et Jacques Bergy.